arriver, il y a quelqu'un qui est en train de se connecter. J'en profite pour vous dire que je lance l'enregistrement. Ouais, super, merci. Donc, merci en tout cas de votre participation ce soir donc sur un nouveau rendez-vous qu'on a baptisé, vous le savez, les Visio Club. Je pense que beaucoup d'entre vous sont habitués déjà à ce type de rendez-vous que l'on programme à peu près tous les mois et demi. Et donc, on vous avait annoncé pour le mois d'octobre, donc une Visio Club dédiée à toutes les questions d'assurance. On en avait parlé un petit peu lors de la visio de rentrée, parce qu'il y a forcément toujours des questions qui se posent pour les dirigeants de club sur cette thématique-là. Mais l'enjeu, c'était là d'aller plus en détail sur tous les aspects de notre contrat d'assurance et qui vous couvre donc en tant que club ou organe déconcentré de la fédération, mais aussi en tant que dirigeant de ces structures-là. On va rentrer un petit peu dans le détail. Donc, merci Anna Maïf d'être présent ce soir. Il y a Madame Munoz aussi qui est présente, je crois. Oui. Hein, voilà, pardon. Ah voilà, je vous voyais dans le. Voilà. Il y a trop de monde pour voir tout le monde s'afficher en même temps. Donc merci d'être présent. Merci aussi à tous les services de la fédération et voilà d'avoir répondu présent aussi ce soir. Et puis ben, je ne vais pas être plus long, mais vous proposer que l'on démarre sans plus attendre cette visio dédiée à l'assurance. Merci Stéphane. Alban, je te laisse peut-être prendre la parole si tu veux te présenter rapidement. Oui, alors rapidement, moi je suis chargée de relations associations, collectivités, entreprises à la Maïf depuis une quinzaine d'années. Je suis juriste de formation et c'est aussi pour ça que je viens alimenter aussi le débat autour des questions de responsabilité, puisque dire qu'on assure la responsabilité, c'est bien, mais il faut d'abord comprendre ce qu'il y a dans les responsabilités des clubs sportifs. Donc on fera un petit point que j'espère assez rapide, même si c'est un sujet, en 20-25 minutes, ça va être rapide. Mais comme ça, vous y verrez un petit peu plus clair sur ces questions. Voilà. Merci Alban. Et du coup, je continue la présentation. Donc moi-même, je suis Damien Fourcade. Donc je co-anime ce webinaire avec Alban en complémentarité, puisque moi, je n'ai pas de profil de juriste pour le coup. Je suis animateur technique au sein de la direction association collectivité entreprise. Et je suis en gros sur l'opérationnel et chargé de la gestion des contrats avec les clubs, les dirigeants. Donc, je suis beaucoup en lien au quotidien avec les associations, les comités, les ligues et donc les dirigeants, puisque derrière tout ça, il y a des dirigeants, il y a des bénévoles, etc. Voilà. Voilà pour ma part. Donc, le rappel du contexte. Donc, Maïf est assureur de la fédération depuis le 1er septembre 2020. La fédération a fait confiance en nos services à cette période. Contrat qui a duré 4 ans et qui s'est renouvelé. Donc, la fédération a renouvelé confiance auprès de nos services pour 4 ans depuis le 1er septembre 2024. Donc, sur une durée qui va aller jusqu'au 31 août 2028. Et donc derrière tout ça, donc on le verra un peu plus en détail après, mais l'idée c'est qu'un contrat fédéral a été mis en place pour garantir les activités et les pratiquants. Et puis la Maïf est en capacité de vous proposer des contrats complémentaires pour les besoins spécifiques des clubs, et on y reviendra un petit peu plus loin dans le webinaire. Concernant la Maïf, alors Maïf, c'est le premier assureur des associations, on assure les associations depuis 1965. Donc à l'heure actuelle, on a à peu près 190 000 sociétaires en portefeuille. Et Maïf est également premier prix de la relation client depuis 19 ans, pour la 19e année consécutive. La Maïf accompagne les associations, alors bien sûr par les services d'assurance, mais également par différentes actions. Donc, l'action qu'on est en train auquel vous êtes en train de participer, donc prise de parole publique et sensibilisation des dirigeants associatifs sur les notions de responsabilité. On a également une communauté Facebook qui s'appelle Côté Association avec plus de 66 000 likes.
Donc, n'hésitez pas à aller consulter aussi cette page. On a également des outils gratuits à votre disposition sur le site maif.fr. Donc, ça peut aller des guides pratiques à des modèles et formulaires et plein de ressources sur l'administratif, le fonctionnement d'une association, etc. Et on a des contrats d'assurance qui sont simples à gérer, basés sur la confiance, hein, relation de confiance entre la Maif et ses assurés. Et on a, pour terminer, des services digitaux pour accompagner les associations. Donc, on travaille avec AssoConnect en partenariat pour proposer un service qui s'appelle Mon Asso Facile. Voilà un petit peu le panel de ce qu'on peut proposer au-delà de nos contrats d'assurance. Donc, le programme. Donc, on a vu l'introduction générale et le contexte, la présentation Maif. Je laisserai la parole à Alban sur les notions de responsabilité pour les associations et les dirigeants de club. Je reprendrai la main sur les garanties du contrat fédéral Maif, les garanties du contrat club. Et puis, on se laisse 15 à 20 minutes de questions-réponses. Voilà, donc n'hésitez pas dans le fil de conversation à bien lister vos questions. On essaiera d'y répondre au maximum. Selon le volume de questions, on s'engagera de toute façon à vous faire un retour. Si ce n'est pas dans le cadre de cette réunion, ça sera un retour ultérieur qui vous sera fait dans tous les cas. Alban, je te laisse prendre la suite. Merci beaucoup, merci Damien et rebonsoir à tous parce que bon, on vous voit pas, c'est un peu l'inconvénient d'être en distanciel, mais ça permet aussi de réunir tout le monde dans un secteur géographique plus vaste. Donc en fait, moi j'ai pris le parti de vous parler de quelques cas concrets, de partir de cas concrets. Je vais vous les exposer et puis ensuite je déroulerai un petit peu les principales responsabilités et puis à la fin, eh ben, on trouvera ensemble les solutions à ces cas concrets en espérant que ça prenne sens pour vous. Donc, on va d'abord distinguer, parce que souvent, quand on dit, alors les cas que je vous propose ce soir, c'est ben, le club organise une activité donc habituelle. Alors, j'ai pris le roller, mais ça aurait pu être le skate hein, de la même façon, pour un groupe d'enfants, et un des participants se blesse gravement lors d'une chute. Donc voilà, toujours question, est-ce que le club est responsable? Est-ce que les salariés peuvent être responsables, etc. Donc, on va répondre à cette première problématique. Un autre exemple, lors d'une compétition, un participant d'un autre club est blessé par un joueur de mon équipe. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Je crois que ça transparaissait un petit peu dans les questions qu'on a reçues en amont aussi. Et puis, ben, ponctuellement, voilà, j'organise, alors j'ai pris l'arbre de Noël, mais ça peut être un repas de fin d'année, etc. Et avec tous les adhérents et leurs enfants, tout le monde est victime d'une intoxication alimentaire. Comment ça se passe? Donc, on va dérouler tranquillement finalement les deux responsabilités principales qui peuvent intervenir dans ces situations. Et on y reviendra un petit peu plus en détail. Donc, d'abord, moi, ce que j'aimerais que vous reteniez à la fin de cet exposé, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule responsabilité, il y en a deux potentielles, donc la responsabilité pénale et la responsabilité civile. Alors, la responsabilité pénale, que tout le monde connaît plus ou moins, mais c'est ce qu'on appelle le droit de la sanction, c'est-à-dire on a commis une infraction hein, à des règles de bonne conduite. Pour bien vivre en société, on s'est fixé des règles et ces règles de bonne conduite, il ne faut pas les enfreindre. Ces infractions sont au nombre de 3, hein, c'est les contraventions, les délits et les crimes, vous les connaissez aussi. Qui n'a jamais pris une contravention, ne serait-ce que pour excès de vitesse, vous voyez, bah là c'est de la responsabilité pénale. Et puis évidemment, il y en a d'autres et de temps en temps sur des activités sportives, ça peut être une infraction de mise en danger de la vie d'autrui, homicide involontaire pour les plus graves. Donc, c'est très encadré, la responsabilité pénale, on y reviendra, donc pas trop d'inquiétude à ce sujet-là. Là où ça devient un petit peu plus complexe, c'est la responsabilité civile et c'est ce qu'on appelle, nous les juristes, le droit de la réparation, c'est-à-dire l'obligation de réparer le dommage qu'on a causé à une victime. Alors, bien entendu, les deux responsabilités peuvent coexister. Hein, quand je roule trop vite et qu'en plus je blesse quelqu'un, évidemment, vous voyez, il y a une sanction et une réparation. Mais ce n'est pas systématique. Il y a plein de situations et la plupart du temps dans vos activités, on est plus sur des cas de responsabilité civile, c'est-à-dire
qu'on doit réparation, une indemnisation à une victime parce qu'on lui a causé un dommage. Donc voilà pour la distinction. Je pense qu'on peut du coup dérouler sur la suite. Je vois pas. Voilà. Alors, conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile. Alors, on est souvent très influencé par un droit anglo-saxon ou américain, parce qu'on voit ça dans les séries à la télé. Mais en droit français, c'est quand même très encadré. Il faut que 3 éléments soient réunis. Donc, d'abord, une faute du responsable. Donc là, ce sera la faute du club, hein, dans les cas qu'on voit aujourd'hui. Alors, quand je parle de faute, il faut faire attention parce que cette faute, ce n'est pas forcément une faute au sens un peu judéo-chrétien comme on peut l'entendre avec une notion de culpabilité, pas du tout. Ça peut être uniquement une inattention, une imprudence, une négligence, voilà, c'est tout simplement. Il n'y a pas forcément de volonté de nuire. Il y aura un préjudice, bien sûr, subi par la victime. Donc, c'est à la victime de prouver qu'elle a un préjudice, hein, matériel ou corporel. Et puis, bien sûr, un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il faut établir que c'est bien cette faute qui m'a causé ce préjudice. Et donc, une réparation qui intervient sous forme de dommages et intérêts, en gros, des euros sonnants et trébuchants. C'est une réparation financière. Donc, voilà pour les conditions pour l'engager. Et dans la plupart des cas, on est avec une victime qui est soit un adhérent, soit un salarié, soit un bénévole. Ça peut être toutes ces situations dans vos activités. Et dans ces cas-là, on aura il y a 2 hypothèses, hein, en responsabilité civile. Soit la faute est le fruit d'un manquement à l'obligation de moyens du club, soit de temps en temps, plus rarement, le fruit d'un manquement à une obligation de résultat. Alors, pour l'obligation de moyens, c'est la diapo suivante. Dites-vous que la plupart du temps, c'est très important, c'est pour ça que je l'ai mis en gros et en gras, de vous souvenir que, en fait, la plupart du temps, le club, donc l'association, a de principe une obligation de moyens. Alors, l'obligation de moyens, c'est quoi? C'est que globalement, vous devez assurer la sécurité des participants en mettant en œuvre tous les moyens à votre disposition pour éviter la survenance d'un accident. Ça ne veut pas dire que vous allez garantir le 0 accident. Ça veut dire que vous devez vraiment tout mettre en place pour éviter cet accident. Donc, pour reprendre l'exemple qu'on disait, il y a un des participants qui se blesse gravement lors d'une activité. Si ça a été bien encadré, s'il avait les protections, hein, parce que j'imagine que vous ne faites pas des activités de roller ou de skate sans protection, le casque, etc. Voilà, l'obligation de moyens, moi je donne souvent l'image de je suis un papa, une maman, je vais apprendre à mon enfant à faire du vélo. Bien sûr, je prends quelques précautions. Vous voyez, c'est ça, l'obligation de moyens. Alors ces précautions, c'est quoi? C'est, on va aller s'installer dans un petit coin tranquille, hein. On va pas commencer par lui faire la première fois du vélo, sur une route très fréquentée. Bien entendu, on va lui mettre un casque, on va lui mettre des coudières, on va lui donner quelques instructions avant de partir. Voilà, là, il y a les freins, il y a tout ça. Peut-être qu'il va tomber quand même, mais en tout cas, on aura tout fait pour ne pas que ça arrive. Donc l'obligation de moyens est dans toutes vos activités, globalement, sauf quelques exceptions, vous avez une obligation de moyens. Et en tout cas, c'est à la victime, dans tous les cas, de rapporter la preuve de ce manquement, si manquement il y a eu. Donc j'espère que c'est super. Alors, je vois quelqu'un qui nous dit le porte-protection est recommandé mais non imposé pour certaines disciplines. D'accord. Après, c'est à chacun de voir où est-ce qu'il met le curseur. C'est-à-dire que selon peut-être aussi les participants, leur niveau d'expérience, l'obligation de moyens, elle est un peu à géométrie variable, hein. C'est-à-dire qu'avec certaines populations, par exemple de très jeunes enfants, je pense qu'on se dit, oui, peut-être que là, il faut renforcer la sécurité et imposer le port du casque. Enfin, en tout cas, moi, ce serait mon réflexe. Maintenant, c'est à chacun d'estimer en fonction du niveau aussi. Voilà.
une mauvaise appréciation du risque, c'est quelque chose qui peut vous être reproché dans le cadre d'une obligation de moyens. Et je l'ai noté dans cette slide, je dis dans certains cas, on parle d'une obligation de moyens renforcée. Ça existe notamment avec des personnes qui sont dans une situation de fragilité un peu plus importante que la moyenne, typiquement des personnes âgées, typiquement des enfants, typiquement des personnes handicapées. On est sur une obligation de moyens renforcée, c'est-à-dire qu'on doit faire encore plus d'attention qu'attention, voyez. Donc voilà, donc c'est toujours à la victime de rapporter la preuve du manquement de l'association à cette obligation, c'est-à-dire que la faute civile dont je vous parlais tout à l'heure, il faut une faute, un préjudice, un lien de causalité, ben cette faute consiste en un manquement à l'obligation de moyens. Voilà, c'est tout simple. Mais ça ne veut pas dire, et nous, on a régulièrement beaucoup de dossiers qui nous arrivent où il n'y a pas de manquement à cette obligation de moyens, il n'y a donc pas de responsabilité, pas systématiquement. Et puis, dans certains cas, donc c'est la slide d'après, on a, ah oui, alors très important aussi de vous rappeler, excusez-moi, avant de passer à l'obligation de résultat, de vous dire que d'ailleurs, il y a une particularité en termes de responsabilité civile qui est liée à la pratique sportive. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'acceptation des risques. Donc, le principe de cette théorie, c'est dire qu'un sportif, quand il adhère à un club et qui prend sa licence et il va faire du sport, il accepte de manière tacite d'être confronté aux dangers habituels, ordinaires, normalement prévisibles de l'activité qu'il pratique. Ça veut dire aussi que s'il n'y a pas de manquement particulier aux règles du jeu ou à un événement extérieur particulier, il n'a pas de recours pour ses propres dommages. Je m'inscris demain dans un club de foot. En jouant au foot, je me blesse parce que j'ai glissé. Ça fait partie des risques. En tant que victime, je n'ai pas de recours. Voilà, c'est le principe de l'acceptation des risques. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de recherche de responsabilité, il n'y aura pas d'indemnisation, puisque là, on ne peut pas activer la responsabilité civile. Voilà, donc ça, c'est une petite liste des choses qui peuvent être reprochées dans le cadre de l'obligation de moyens, c'est-à-dire il y a eu un défaut d'organisation, un défaut de surveillance, un défaut de vigilance, l'erreur d'appréciation du risque, je vous en parlais tout à l'heure, bien évaluer le niveau des participants, l'absence de conseils, l'absence d'information, le non-respect des textes. Voilà, typiquement, un défaut d'organisation ou de vigilance, ça peut être, aujourd'hui, on a décidé de partir sur en extérieur et puis il y a eu une fuite de carburant d'un camion peu de temps avant. Oui, il faut décider qu'on n'y va pas. Ça, c'est l'obligation de moyens. C'est dire, non, le sol est glissant, on n'y va pas. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça peut être une alerte météo, ça peut être plein de choses. Voilà. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est les choses qui peuvent être reprochées. Et puis, de temps en temps, on a, par exception, une obligation de résultat. Et là, effectivement, la victime n'a pas apporté la preuve d'un manquement de l'association à ses obligations. Et l'obligation de résultat est plutôt rare puisqu'elle est effectivement applicable en matière de transport et en matière d'intoxication alimentaire. Voilà, c'est les deux seuls cas. Donc, ça répond plus ou moins, vous voyez, au cas qu'on a exposé tout à l'heure. J'organise un arbre de Noël, j'achète de quoi manger et tout le monde est malade. On est dans un cas d'intoxication alimentaire. Donc là, on a une obligation de résultat. On ne se demandera pas si vous avez bien respecté la chaîne du froid, etc. Là, la responsabilité, elle est automatique. Voilà, donc on peut poursuivre. On a du coup échangé sur… Oui. Alban, je ne sais pas si tu veux prendre les questions au fur et à mesure ou si tu les prends toutes à la fin. Parce qu'on a une question dans la conversation et on a une main levée. Alors, donc on ne peut pas nous le reprocher, car alors je ne sais pas si j'ai tout, car ce n'est pas un moyen obligatoire. Alors si, on peut vous le reprocher quand même. Ce n'est pas parce que ce n'est pas obligatoire que vous ne devez pas le faire. C'est-à-dire que moi, quand j'apprends à mon enfant à faire du vélo, je n'ai pas l'obligation de lui mettre un casque et pourtant, je trouve que c'est bien de le faire. Donc ça, c'est à chacun d'estimer. Voilà, ce n'est pas une science exacte en fait, la responsabilité. Mais c'est vrai que s'il y a des moyens de se protéger, que ça n'a pas été fait,
Je ne sais pas si on ne pourra pas retenir la responsabilité quand même. Voilà. Dans du Roller Skating Club d'Antibes, j'ai juste une petite intervention de ce côté-là. Comment ça se passe? Alors, je ne sais pas si vous êtes dans le roller artistique même ou si vous parlez des sports en général. Concernant notre discipline à nous, c'est vrai que les coutumes et usages, on ne met pas de protection du plus petit au plus grand. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui se fait. Moi, pour entraîner dans beaucoup de clubs, on ne le voit jamais. Est-ce que ça peut être alors je sais pas une excuse, mais une explication valable de dire voilà, nous dans notre discipline, c'est pas quelque chose qui se fait de patiner avec un casque. Après, c'est sûr que si on est sur une discipline artistique, hein, si j'ai bien compris, Oui, complètement, mais avec bon, du saut et des c'est sûr pirouettes. que, voilà, quoi, c'est un peu comme patinage artistique ou autre. Il y a le côté artistique aussi, et l'art, ça a une dimension esthétique, hein, qui fait que, bon, avec les protections, bon, peut-être qu'effectivement, là, c'est pas forcément une bonne idée. Complètement. Après, peut-être qu'à l'entraînement, ce serait déjà limiter les risques, hein, en disant on met les protections au moment de l'entraînement. Je ne sais pas ce qui pourrait être retenu, en fait. La difficulté à vous répondre, c'est de vous dire que demain, s'il y a un accident, alors en supposant au dernier degré, parce que souvent ça n'arrive pas jusque-là, mais que ça aille jusqu'à une décision de justice, les magistrats, ils sont comme vous et moi, ils vont dire bon, alors qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter la survenance d'un accident? Et peut-être que effectivement, les moyens de protection seraient, alors pas en compétition parce qu'effectivement il y a la dimension esthétique, mais en tout cas au moment des entraînements, pourquoi ne pas dire bah tiens, tout le monde met des protections. Déjà, on minimise un petit peu le risque. Concernant la météo, si l'alerte est jaune ou orange, l'assurance est-elle valable ou faut-il annuler l'activité? Alors, l'assurance, elle est toujours valable par définition. En responsabilité civile, elle est justement là pour couvrir les bêtises, hein, les choses qu'on n'a pas fait comme il faut. Heureusement, parce que sinon, vous ne pourriez plus rien faire. Heureusement que l'assurance existe. Par contre, moi je dis toujours, bon, même si l'assureur prend en charge, imaginez que demain, enfin voilà, vous avez une activité, vous n'avez pas annulé en disant bon tant pis, c'est orange, mais on y va quand même. Vous avez une victime dans le club, une personne qui décède ou une personne qui est handicapée à vie. Alors d'abord, il y a l'aspect pénal qu'on n'a pas encore vu, mais bon voilà, de risque de mise en danger de la vie d'autrui. L'assureur prendra en charge évidemment les indemnités, mais c'est pas lui qui va mal dormir par contre, hein. Je veux dire l'aspect moralement difficile à gérer, c'est pas l'assureur qui va gérer ça. Voilà. Doit-on inscrire la théorie du risque dans le règlement intérieur? Non, la théorie du risque est une théorie élaborée par les tribunaux qui s'applique depuis des décennies, donc c'est une règle de droit à part entière. Un exemple pour l'obligation de résultat en matière de transport. Je pense que j'en ai pour la soirée. Pour la soirée, parce que le transport, c'est un sujet à part entière. Vous décidez d'affréter, par exemple, un car pour emmener un groupe de participants à une compétition. Et le car n'amène pas tous les. Enfin, il y a un accident en route. L'association reste responsable de ses participants. Même si, évidemment, si vous avez fait appel à un prestataire extérieur, et ça vaut aussi pour l'intoxication alimentaire, si vous avez fait appel à un traiteur, vous pourrez ensuite, l'association peut se retourner contre le traiteur ou contre le transporteur. Mais à l'égard de vos participants, vous restez responsable, quoi qu'il arrive. Civilement parlant, je veux dire, hein. Alors, peut-être on gardera d'autres questions pour la fin, parce qu'on va finir de dérouler ma partie, sinon on n'aura pas le temps de terminer. Du coup, j'invite juste Sophie qui lève la main à mettre sa question dans la conversation. Oui, alors je ne peux pas, je suis sur mon téléphone, mais c'est par rapport au transport. J'en ai pour juste pour 2 secondes. Quand ce sont des parents qui conduisent, ça veut dire qu'en fait, là, si j'ai bien compris, en gros, moi, je ne m'engage plus. Alors, s'il y a du covoiturage entre parents, vous dites rendez-vous à tel endroit, le lieu de la compétition, et vous vous en mêlez pas, il n'y a pas de problème. C'est les parents qui s'organisent entre eux et vous ne serez pas inquiétés du tout.
Par contre, on a certains clubs parfois qui organisent eux-mêmes le covoiturage en disant, bon alors Paul, tu prends Jacques et Pierre et un tel, et un tel, tu prends un autre, et etc. Là, elle se met en position d'être organisatrice du transport. Donc, j'attire l'attention là-dessus, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas être organisateur parce que sinon, il faut vérifier que tout le monde a son assurance, vérifier que personne n'a les pneus lisses, etc. Enfin, après, ça vous oblige, pour répondre à votre obligation de résultat, d'être hyper vigilant sur qui transporte qui, est-ce que personne a bu, etc. Voilà. Du coup, il ne faut pas louer de minibus au nom de l'association pour ça. Si, vous pouvez, mais vous êtes responsable du transport. Après, c'est pas grave. Il faut peut pas être responsable du transport, c'est les parents qui se débrouillent tout seuls. Voilà, si vous ne voulez pas mettre le doigt là-dedans, effectivement, c'est les parents qui se débrouillent. D'accord. Donc, on termine ça et puis on répondra aux questions peut-être à la fin du coup. Tu peux poursuivre. Je vais vous parler en 2 mots du coup de la responsabilité pénale. Donc, c'est l'obligation pour nous tous de supporter une sanction en raison d'une infraction. Excusez-moi. Je vous disais tout à l'heure que les infractions, c'est les contraventions, les délits et les crimes, évidemment, en fonction de leur degré de gravité. Tu peux... Voilà. Alors, ce qui vous intéresse surtout, c'est de savoir quand est-ce que vous, en tant que dirigeant ou membre du personnel de l'association, vous pouvez être inquiété. Donc d'abord, vous rappelez que la responsabilité pénale de l'association ainsi que celle des personnes physiques, c'est-à-dire celles qui la composent, peuvent se cumuler. Et là, j'insiste sur, comme tout citoyen, un dirigeant, un bénévole, un membre du personnel, pas plus qu'un autre citoyen, mais pas moins qu'un autre citoyen, peut être mis en cause pénalement s'il a commis une infraction dans l'exercice de ses fonctions. Donc, la recherche de responsabilité pénale, elle est plutôt rare. Quand on y a droit, c'est généralement parce qu'il y a eu un accident grave, un décès ou voilà, un accident grave avec des conséquences importantes. Donc, dans quel cas ils peuvent être inquiétés? Évidemment, s'ils ont volontairement porté atteinte à l'intégrité physique d'une personne. Bon, les actes volontaires, j'en parle pas. Vous vous doutez bien que c'est un sujet qu'on évacue rapidement, puisque dans ces cas-là, vous, moi et tous les citoyens de France peuvent être inquiétés pénalement s'ils ont commis une atteinte volontaire. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est quand une personne a subi un dommage, coup et blessure involontaire, homicide involontaire ou mise en danger, du fait d'une imprudence ou d'une négligence. Donc, dans ces cas-là, en fait, il y a eu une loi en 2000 qui a beaucoup réduit en fait la possibilité d'inquiéter pénalement une personne, en tout cas un dirigeant dans une association. Puisqu'elle a distingué en fait l'auteur direct et l'auteur indirect, et notamment, parce que la plupart du temps c'est le cas, quand on est l'auteur indirect de l'infraction, il faut apporter la preuve qu'il y a eu une violation délibérée d'une règle de prudence ou de sécurité, ou qu'on a exposé donc la victime à un risque d'une particulière gravité qu'on ne pouvait ignorer. Alors, pour reprendre un exemple réel d'ailleurs, pour le coup, qu'on avait eu, un groupe de randonneurs qui décide de partir faire une rando sur une journée. À un moment donné, si vous avez des gros piquets rouges où c'est écrit que c'est interdit de passer parce qu'il y a un risque d'éboulement, en fait, 2 hypothèses. Soit vous passez pas et tout va bien, soit vous passez quand même, l'accompagnateur décide de passer. Et là, lui, il est auteur direct de l'infraction. Donc, il n'y a pas de sujet. Il a mis en danger la vie d'autrui. Prenons, je ne sais pas, le cas du président, par exemple, qui aurait, lui, qui ne participe pas à cette marche, mais par contre, qui a, lui, fait le tracé, le tracé du parcours. Pour qu'il soit inquiété pénalement, il faudrait qu'il ait délibérément enfreint une règle de prudence. Typiquement, l'accompagnateur lui téléphone, dit bah là on est sur ton parcours mais on ne peut pas passer. Il dit ah c'est pas grave, allez-y quand même.
là, il viole une règle de prudence ou de sécurité. Voilà. Mais s'il dit rien et qu'il y est pour rien, il n'y a aucune raison qu'il soit inquiété. Voilà. Donc, il faut quand même des conditions assez drastiques pour engager la responsabilité pénale dans vos activités, quoi. C'est pas tellement un sujet pour nous parce qu'en fait, des cas de mise en cause, on en a très, 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 très rarement. Très rarement. Autant on ouvre des dossiers en responsabilité civile tout le temps, autant on n'a pas de dossier en responsabilité pénale. Je ne sais pas si j'ai... Ah oui, du coup, bah, maintenant, on peut descendre. Donc, on organise une activité roller pour un groupe de 8 enfants. Un des participants se blesse gravement lors d'une chute. Alors, est-ce qu'on peut engager la responsabilité pénale, oui ou non? Est-ce qu'on peut engager la responsabilité civile, oui ou non? Alors, c'est intéressant de... Je pense vu que les délais qu'on a, je pense que tu peux envoyer la réponse. Je peux envoyer la réponse, ok. Alors, la responsabilité civile, ben, non, si l'organisateur avait pris toutes les mesures adéquates, c'est l'obligation de moyens, il a tout bien prévu, il a tout bien préparé. Et oui, si la victime peut prouver une faute de l'organisateur, un manquement à son obligation de moyens. Et puis là, dans ce cas-là, bah, la responsabilité pénale, non, aucune raison, sauf si effectivement il y a eu une mise en danger délibérée. Typiquement, bah, on décide de sortir quand même alors qu'il y a une alerte rouge. Je pense que la responsabilité pénale, elle pourrait être retenue quand même. Voilà. Mais sinon, non. Le deuxième cas qu'on avait vu, lors d'une compétition, l'un de nos adhérents blesse gravement un autre membre du club. Donc, ça peut arriver aussi. Donc, on peut donner la réponse aussi. Alors, pas de responsabilité du club si les règles du jeu ont été respectées. Hein. Ça, c'est ce que je vous disais sur la théorie de l'acceptation des risques. Tous les joueurs acceptent les risques, même ceux de l'équipe adverse. Ça s'applique à tout le monde. Donc, il n'y aura pas de responsabilité. Mais la conséquence, c'est pour ça aussi que je le dis, pas de recours, donc pas d'indemnisation de ces dommages corporels, d'où l'intérêt d'avoir une couverture qu'on appelle individuelle accident, qui, elle, va intervenir suite à un accident sans aucune recherche de responsabilité. Et oui, dans le cas contraire, bah, si effectivement les règles du jeu n'ont pas été respectées, l'association peut être responsable à l'égard des tiers du fait d'un de ses adhérents. La responsabilité pénale du club non plus, celle du président non plus pour le coup. Par contre, la responsabilité pénale du joueur lui-même, ça sera du joueur qui a agressé effectivement, hein, ça sera possible si c'est un acte volontaire ou une violation délibérée. Vous voyez, c'est toujours un petit exercice. On ne peut jamais répondre toujours par oui ou par non, ça dépend un petit peu des cas. Et puis, dernier exemple qu'on avait pris, l'arbre de Noël pour tous les adhérents et les enfants, l'intoxication alimentaire. Donc là, je pense que vous avez la réponse puisqu'on en a déjà parlé. Mais effectivement, l'obligation, c'est une obligation de résultat. Donc, avec un recours toujours possible si le repas a été confié à un tiers, à un prestataire, un traiteur, etc. Et puis, un partage éventuel de responsabilité. Parce que parfois, ben, c'est un peu la faute du traiteur, puis c'est aussi un peu la faute de l'association. Donc, on peut arriver sur des partages de responsabilité. En responsabilité pénale, a priori, non plus. Hein, c'est plutôt rare dans ce genre de cas, sauf à prouver que c'était volontaire. Mais voilà, ça reste extrêmement rare. Je vais laisser Damien dérouler. Non, alors du coup, juste un petit point, excusez-moi, avant de rendre la parole à Damien. Simplement vous rappeler que dans le code du sport, il y a 2 obligations pour les clubs sportifs. D'abord, l'obligation d'assurance responsabilité civile, vous l'aurez compris, c'est très important pour couvrir toutes les situations où effectivement il y a eu une faute, même si elle n'était pas volontaire, pour toutes les fédérations sportives, les groupements, etc. Donc ça, c'est l'obligation d'assurance. Et il y a une autre obligation qui n'est pas une obligation d'assurance, qui est une obligation d'information, qui repose sur les groupements sportifs, qui doivent attirer l'attention de leurs adhérents sur l'intérêt de souscrire ce qu'on appelle une individuelle accident. Donc, je vous le disais, qui couvre toutes les situations où s'applique la théorie de l'acceptation du risque, puisque le sportif va se retrouver sans recours du fait que voilà, il était dans un cadre normal de jeu
et que du coup, il n'a pas de recours. C'est finalement, alors l'assurance responsabilité civile, Damien y reviendra, c'est ce qu'il y a dans le contrat fédéral. Et quand vous vendez ce qu'on appelle la licence assurance, ce que vous vendez dans l'assurance de la licence, c'est justement cet individuel accident. Et si la personne ne la prend pas, il faut quand même l'informer qu'elle a intérêt à la prendre et garder la preuve que vous l'avez informée. Voilà. Donc, du coup, je laisse la main sur les garanties du contrat fédéral à Damien. Merci. Merci, Alban. Donc, on va voir l'articulation entre le contrat fédéral, donc les garanties qui vous sont aujourd'hui acquises, et les possibilités d'assurance complémentaires qui peuvent être souscrites de manière facultative, soit par le biais du contrat fédéral ou soit par le biais de votre club en son nom propre. Donc, concernant le contrat fédéral qui est en place et les garanties pour lesquelles vous en bénéficiez également. Donc déjà, on garantit bien sûr les risques liés aux activités pratiquées sous l'égide de la fédération, donc déclarés au calendrier fédéral. Et on a un socle de 4 garanties. Donc la responsabilité civile, on l'a vu avec Alban juste avant, on a vu les notions de responsabilité civile. La garantie défense, alors la garantie défense, c'est ce qu'on a vu un petit peu, c'est le corollaire de la responsabilité civile, hein, c'est la réparation à la victime et puis aussi derrière le fait pour Maïf de pouvoir défendre devant les tribunaux, devant les juridictions compétentes vos intérêts, en l'occurrence. Il y a une garantie recours. Donc dans l'hypothèse où l'association est cette fois victime et non plus auteur d'un dommage. Il y a une garantie en inclusion dans le contrat fédéral qui concerne l'indemnisation des dommages corporels, qui est une individuelle accident octroyée à l'ensemble des licenciés. Et chacun de ces licenciés a la possibilité de prendre des garanties complémentaires dans le cadre de cette indemnisation de dommages corporels. Et la 4e garantie incluse, c'est une garantie assistance rapatriement, donc qui va concerner des déplacements avec la possibilité d'être rapatrié par nos services, par Maïf Assistance, dans le cadre des activités pratiquées, organisées par l'association, par la structure. Alors, qui a la qualité d'assuré? Alors, la liste, elle est assez longue. Donc, bien évidemment, la FFRS et l'ensemble des associations et des structures affiliées. Hein, donc, ça implique bien sûr les ligues régionales, les comités départementaux et les associations et clubs affiliés. On couvre les personnes physiques. Et dans ces personnes physiques, on y mettra bien sûr les pratiquants licenciés, y compris lors d'une pratique occasionnelle, les dirigeants, entraîneurs et éducateurs, les arbitres, juges arbitres et officiels, les groupements d'employeurs, composés exclusivement des clubs affiliés, le personnel médical, paramédical, les bénévoles, les salariés de la fédération et des structures affiliées, y compris les volontaires en service civique, et les détenteurs d'un titre de participation. Un petit focus sur les activités couvertes. Bien sûr, on couvre les entraînements et les compétitions, les activités de promotion, stage, formation, initiation, les réunions et manifestations extrasportives. Donc là, typiquement, on va être sur des activités culturelles ou récréatives. Donc, par exemple, vous organisez un loto, une kermesse, voilà, un événement qui permettra à un moment donné de faire rentrer aussi un petit peu d'argent dans les caisses de l'association, du club. Ce sont des activités que l'on va aussi garantir, hein, même si elles n'ont pas de lien direct avec l'activité sportive. On couvre également les formations aux examens, diplômes d'enseignement ou arbitrage. Et on couvre bien évidemment aussi les déplacements relatifs à ces activités. D'autres garanties sont en inclusion dans le contrat fédéral, donc sans que vous ayez besoin pour chaque club de prendre un contrat spécifique. Donc on va couvrir les biens mobiliers ou immobiliers mis à votre disposition dans la limite de 90 jours consécutifs ou dans le cadre d'une convention de mise à disposition par créneau horaire. Donc dans le premier cas, ça va être une salle que vous allez occuper pour une assemblée générale ou pour un événement. Et puis dans le second cas, ça va être une installation sportive, un skatepark par exemple, que vous allez occuper sur créneau horaire dans le cadre d'une mise à disposition avec une collectivité par exemple.
On couvre également les dommages causés aux biens confiés pour une durée maximale de 90 jours consécutifs. Donc là, on est plutôt sur une garantie pour le matériel confié mis à disposition ponctuellement. C'est-à-dire, vous empruntez une sono, vous empruntez un chapiteau, vous empruntez voilà, tout ce qui va être nécessaire au bon fonctionnement de l'événement. On va également couvrir ce matériel avec cette limite de 90 jours consécutifs. On a une garantie vol vestiaire, donc là c'est en lien avec les notions de responsabilité qu'on a vues précédemment, qui va permettre d'indemniser voilà, d'éventuels effets qui seraient volés dans le cadre voilà, d'un vestiaire que vous allez tenir, soit dans le cadre de l'activité sportive ou dans le cadre d'une activité récréative. Et enfin, on couvre également la responsabilité civile des mandataires sociaux, que ce soit pour les dirigeants de la Fédé, pour les dirigeants des ligues, des comités départementaux et des clubs affiliés. Je vois qu'il y a une main levée, donc je prends la question. Je vous écoute. Oui, bonjour Olivier du Hockey Club Voiron. Vous évoquiez la notion de matériel emprunté ou mis à disposition. Est-ce que le matériel qui est loué est couvert également par ces garanties? Alors, dans le matériel mis à disposition, on parle d'emprunt ou de location, effectivement. Ok, merci. Merci. C'est pour ça que je vais utiliser le terme de mise à disposition plutôt que de prêt ou de location. Très bien, merci. Il y a une deuxième question, deuxième main levée. Je vous écoute. Oui, bonjour Christina, Roller Cops de Pluvigné dans le Morbihan. Moi, je m'interroge sur la responsabilité civile des mandataires sociaux, Oui. en l'occurrence des présidents, parce que c'est sur eux que repose plus le côté de responsabilité. À quelle hauteur la responsabilité civile est mise en termes de montant et en termes de recours possibles et d'assistance? Alors, je n'ai pas en tête tous les montants. Je crois de mémoire, pour les dirigeants de club, on est sur un plafond de 150 000 €, me semble-t-il. Je peux vous reconfirmer ça. Sans certitude. Je peux vous reconfirmer ça par la suite, éventuellement. Mais j'ai en tête 150 000 € à reconfirmer. D'accord. Voilà. Ok. Merci. Et tout compris, hein, que ce soit indemnisation de la victime, frais de représentation, tout ce qui peut être lié à sa responsabilité. Je reprendrai la question quand Damien aura terminé, parce que indemnisation de la victime, ce ne sera jamais pour le président. D'accord? C'est pour l'association. C'est pas, même si les présidents représentent l'association, la responsabilité d'une victime, c'est pour l'association en tant que personne morale. Ce n'est pas pour lui. Mais on y reviendra en fin de présentation. Je le laisse finir. Ouais. On aura un petit moment questions-réponses. Ok, merci. Donc, toujours par le biais du contrat fédéral. Je parlais d'options tout à l'heure possibles. Vous avez la possibilité de souscrire des options véhicules suiveurs. Donc, c'est une option en fait qui permet cette fois de couvrir les véhicules qui seraient utilisés dans le cadre des journées randonnées ou courses de roller. Hein, donc, d'où la notion de véhicule suiveur. Cette garantie-là est à souscrire par le biais du courtier AIAC avec qui Maïf travaille. Et vous verrez, j'anticipe un petit peu, mais toute la gestion contrat et sinistre est gérée directement par le courtier AIAC en direct. Hein, donc la Maïf et l'assureur couvrent le risque, mais toute la gestion se fait par le courtier. Autre garantie possible, la garantie des non-licenciés. Et là, ça fait écho à une question qui était remontée, je crois, par exemple concernant les activités roller disco. Quand vous proposez ces activités avec des licenciés et des personnes extérieures, donc non licenciés, les licenciés auront la qualité d'assurés, mais pas les non licenciés, hein, donc pas les extérieurs. Donc là, il est nécessaire, dans ce cadre-là, de souscrire spécifiquement une garantie des non licenciés. Alors, soit vous pourrez prendre une garantie spécifiquement pour une manifestation dans l'année, ou si c'est quelque chose qui revient de manière régulière, vous avez la possibilité aussi de prendre une garantie pour couvrir jusqu'à 10 manifestations de ce type. Donc ça, c'est pareil, c'est une garantie que vous pouvez souscrire en direct par le biais du courtier AIAC
Les coordonnées du courtier seront indiquées en fin de slide de PowerPoint. Donc, je vous redonnerai ces éléments-là ultérieurement. Alors, concernant maintenant le contrat club. Alors, le contrat club, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un contrat qui est à adhésion facultative, qui vient compléter le contrat fédéral. Donc, il est... évidemment, le club n'a pas d'obligation de souscrire à une assurance en local chez Maïf. Le club reste juridiquement indépendant et tout à fait autonome dans son choix d'assurance pour couvrir ses locaux et ses biens. Donc voilà, mais l'idée, c'est voilà, que je puisse vous mettre en avant l'avantage du dispositif contrat club qui permet d'articuler au mieux ce que l'on va couvrir sur le contrat fédéral et ce que l'on peut être amené à couvrir pour éviter un trou de garantie par le biais du contrat local. Donc, je l'ai un petit peu évoqué. Donc, le but du contrat club est de couvrir les spécificités propres au club, donc en termes de locaux et de biens. Donc, les biens, c'est les biens que le club appartient, qui lui appartiennent en propre ou qui lui sont mis à disposition de manière permanente. Et même chose pour les locaux. Donc, si vous avez des locaux, alors en propriété ou en location ou mise à disposition à titre permanent, vous devez souscrire un contrat puisque le contrat fédéral n'a pas intégré de garantie de dommages aux biens sur ces risques-là. Donc, c'est à vous de faire le nécessaire pour prendre un contrat en votre nom. Au niveau du contrat Maïf, donc 4 formules pour une souscription simplifiée à partir de 25 € par an. Une formule d'assurance qui permet d'assurer jusqu'à 7 700 € de matériel. Une formule qui permet d'assurer toujours cette valeur de matériel maximum et des locaux d'une superficie de 50 m² maximum. Et ensuite, on a des paliers jusqu'à 16 000 € de matériel et 100 m² d'occupation ou 23 000 € de matériel et 200 m² d'occupation permanente. Et au-delà de ces volumes, un contrat sur mesure pourrait être mis en place. Les avantages du contrat Club Maïf. Donc, on a une couverture globale grâce à 2 contrats qui sont complémentaires. Une relation basée sur la confiance avec un minimum d'éléments déclaratifs à nous fournir, puisque comme vu précédemment, on vous demande simplement la valeur du matériel et la surface des locaux occupés à titre permanent, ce qui va permettre de déterminer votre prime d'assurance sur ces risques-là. Et pour le coup, un seul interlocuteur, quel que soit le type de sinistre. Donc le courtier sur la partie assurance fédérale et la Maïf sur la partie contrat club local sur les locaux et les biens. Les solutions d'assurance complémentaires proposées par Maïf, donc le contrat véhicule à moteur pour les structures qui détiendraient des véhicules. Alors, dans les véhicules, on y met aussi tout ce qui est remorque, voilà, tout le matériel qui est soumis à l'obligation d'assurance. Et le contrat automission. Alors, le contrat automission, je vais faire un petit focus là-dessus. Le contrat automission, c'est un contrat que le club peut souscrire. Alors, le club, le comité ou la ligue peut souscrire au bénéfice personnel d'un salarié ou d'un bénévole. C'est un contrat qui est nominatif. Et ce contrat va permettre d'assurer les usages de véhicules à moteur, donc soumis toujours à obligation d'assurance, s'agissant d'un véhicule personnel et utilisé dans le cadre des missions confiées aux bénévoles ou aux salariés. C'est un contrat qui va se substituer totalement au contrat personnel donc du bénéficiaire. Et l'intérêt de ce contrat-là, c'est qu'il n'y a pas de franchise ni pour le club ni pour le bénéficiaire. Pas de système de malus, puisque c'est l'assureur du club ou du comité ou de la ligue qui interviendra de par le contrat automission et pas l'assureur personnel. Et donc, véhicule de prêt également possible en fonction de l'indisponibilité du véhicule. Et d'ailleurs, je l'ai mis ici en rouge. Si le contrat automission est souscrit, sur le constat d'accident, il faudra indiquer Maïf comme étant l'assureur avec le numéro de contrat de la structure et non pas le numéro de contrat personnel du bénéficiaire. Est-ce
Il y a des questions, j'ai pas regardé sur ce qu'on vient d'évoquer. Il y a une main levée, je vois. Oui, c'est Sophie Déaux d'Angers. Moi, je reviens sur l'assurance des non-licenciés. Moi, je suis toujours sur mon problème des essais. Oui. Les enfants qui viennent en essai, comment sont-ils assurés? Comment ça se passe? Parce que j'ai eu un problème il n'y a pas longtemps. Et du coup, on m'a répondu qu'en fait, les essais n'étaient couverts que l'été. Sauf que moi, l'été, le club, il n'y a pas d'essai, en fait, c'est fermé. Donc, j'ai un écrit de la Fédé qui m'a dit non, c'est marqué, les essais ne sont pas couverts, c'est que. Je ne comprends plus rien. Alors, les essais sont couverts, je vous confirme, sur une période donnée. Et c'est cette période que je suis en train de chercher. Alors, on a la période de rentrée sportive qui est du 1er septembre au 15 octobre. Et ça. Ensuite, on a la période estivale. Voilà, mais la période estivale, ça veut dire que moi, les gamins qui viennent essayer au mois de juin, c'est pas sur la période estivale, et c'est là où les gamins viennent faire des essais, en fait. Et là, c'était pas couvert. C'est effectivement ce qu'on m'a dit, la période estivale, juillet-août, sauf que moi, le club, il est fermé juillet-août. Et au mois de juin, du coup, comment je fais pour les gamins? Et c'est le cas, il y a une petite qui est tombée, elle s'est cassée 2 dents. Alors, il se trouve que c'est quelqu'un qu'on connaissait bien, donc ça s'est bien passé, mais je fais comment au mois de juin? Moi, quand les enfants cherchent des activités sportives pour le mois de septembre et qu'ils viennent tous faire des essais, on fait des portes ouvertes et on fait des mercredis, amène ton copain. Et du coup, moi, si je ne suis pas assurée, je vais arrêter de faire ça. Si ce n'est pas couvert dans le contrat de la Fédé, il faut prendre un contrat particulier club, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord. Il faut prendre une extension de garantie pour couvrir ces choses-là. Voilà, donc c'est une option qu'il faut prendre. D'accord. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on a plein d'autres questions dans le chat. Je t'invite à en regarder quelques-unes. Et moi, comme j'ai marqué dans le chat, je vais vous faire un fichier condensé avec toutes les questions des clubs. Comme ça, vous pourrez, si vous ne répondez pas à toutes ce soir, vous pourrez les recontacter faire pour un jeu de questions-réponses. Simplement, juste une chose par rapport à la question d'activité, notamment au mois de juin. On a le format des Roller Day qui est quand même plutôt bien adapté à cela, puisque vous créez l'événement et ensuite vous pouvez même ajouter les personnes après que l'événement se soit déroulé. Et ça vous donne donc la possibilité, enfin ça tout simplement, ça couvre les personnes à travers la licence journalière. Oui, alors si je puis me permettre, c'est encore Sophie, les roller day, c'est bien, mais quand vous connaissez l'identité des personnes avant, puisqu'il faut les prendre la veille. Quand les personnes viennent le mercredi. Non, les roller day sont prenables le jour même, voire jusqu'au soir même du jour de l'événement. D'accord, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui soit sur place et qui prenne le roller day en direct, prend la personne de venir faire un essai. Ou le soir après l'événement, voilà. Parce que de toute façon, si vous faites un cours d'essai, c'est, j'imagine bien, pour prendre contact avec la personne et voilà, est en mesure de lui proposer après vos activités. Donc, vous compilez les informations et ensuite vous les saisissez le soir même et il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là. Je voudrais intervenir. Comment le faire ça un jour même? Sophie Lacroix, moi je suis au RSSO, on a l'habitude de faire des essais toute l'année et on prend les garanties pour les non-licenciés, donc que vous parliez tout à l'heure, les fameux pactes liés assurance. Donc nous, on prend ça, on en prend par exemple un pacte de 10 qui va jusqu'à 50 non-licenciés. Et quand on fait nos cours d'essai comme ça ou des stages avec des non-licenciés pendant les vacances, on puise sur ce pack en fait. Et donc on informe AYAC, comme vous disiez, en disant voilà, tel jour on fait des cours d'essai où il n'y aura pas plus de temps, on n'a pas besoin de donner les noms, les prénoms, et au moins on est couvert sur la manifestation. Moi, je le fais systématiquement sur les stages vacances et sur mes cours d'essai en dehors de l'été et de la période du 1er septembre au 15 octobre. Donc, on prend ces fameux packs d'assurance qui coûtent le moins cher, je crois qu'on est à 40 € pour 10 packs. Je trouve que c'est plus simple que le Roller Days où là, des fois, c'est au moins vous êtes couvert, vous le prenez sur vos cours d'essai. Et je rajouterais aussi qu'il y a d'autres événements où vous êtes susceptibles d'accueillir des personnes intéressées dans le cadre des fêtes du sport, dans le cadre de si vous avez un forum des associations dans votre secteur, etc. et vous tenez un stand. Voilà, il y a d'autres occasions qui peuvent vous permettre en effet de faire essayer l'activité avec une garantie qui est déjà en inclusion du coup dans le cadre du contrat fédéral aussi. Donc voilà, il y a quand même différents dispositifs avec tout ce qu'on vient d'évoquer qui vous permettent normalement
de pouvoir bénéficier d'une garantie ou à minima voilà, de prendre des garanties complémentaires comme on vient de l'évoquer. Je vois qu'il y a une main levée encore. Je vais peut-être Oui, essayer. bonjour Juliette, Nantes Roller Derby. J'avais une question, je ne sais pas si c'est le moment sur les déplacements et les assurances des matchs en dehors de la Ligue. Ça a été évoqué dans la diapo précédente. On part aux États-Unis et dans le cadre d'un match WFTDA, qui n'est donc pas sous la Fédération française. Est-ce qu'on est assuré pour aller là-bas? Le courtier d'Ayak m'a dit que non, et donc je voulais savoir ce qui pouvait être fait parce que on ne trouve pas d'assurance pour s'assurer là-dessus. Et je crois que la question est plus large avec Chantal Fernandez qui avait ce sujet-là aussi, qui se posait la question. Ouais. Alors là, je n'aurai pas la réponse tout de suite. Alors, je veux bien qu'elle soit intégrée dans le tableau que vous nous fournirez. Comme ça, le plus simple, ça sera que je fasse le point, moi, de mon côté, et que je puisse apporter une réponse, une réponse la plus complète et la plus précise. Je ne veux pas vous dire de bêtises là par rapport à ça. Et du coup, la question était aussi de manière générale, si on part à l'étranger, qu'est-ce qui est sous-entendu par organisé par la Fédération française? Parce que c'est ça, je crois, la condition qui est indiquée. Donc, comment ça se... quelle est effectivement cette condition? Ouais, pour rebondir, Juliette, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonsoir. Si, oui, parce que le problème qui se pose effectivement pour le roller derby, un petit peu différent, mais en lisant les contrats d'assurance, il est toujours dit par les organisations donc sous l'égide de la Fédération française de roller. Alors moi, une question qui m'est venue directement, c'est qu'en fait, OK, qu'en est-il d'un championnat d'Europe, d'un championnat du monde qui est à l'étranger? Parce que là, ce n'est pas la Ligue, ce n'est pas la fédération qui l'organise, hein, c'est au-dessus. Donc, OK pour les gens qui vont dans ce cadre-là, ils sont en équipe de France. Donc là, je suppose qu'il n'y a pas trop de problème. Maintenant, la fédération organise aussi, par exemple, une Coupe du Monde de marathon. Les gens, ils vont là sous leur égide de clubs, de sponsors, mais bon, surtout pas, ne vont pas en tant qu'équipe de France. Donc, ces gens-là sont-ils assurés? Qu'en est-il? Et juste pour compléter, on part dans 15 jours. Voilà. Vous nous laisserez vos coordonnées, mais bon, à vrai dire, moi, ça ne m'inquiète pas trop parce qu'en termes de territorialité des garanties, de toute façon, c'est soit la responsabilité de l'organisateur, c'est-à-dire que du coup, l'organisateur, ce n'est pas vous, puisque c'est bien au-dessus, soit c'est vous qui organisez certaines choses et à ce moment-là, votre responsabilité civile à l'égard de vos adhérents, elle sera toujours couverte. Et après, sur l'international, vous avez toutes les garanties d'assistance. Moi, la réponse qu'on m'a fait, c'est que je n'avais aucune garantie. On avait, en tant que licencié, player, qui allons à l'étranger aux États-Unis, nous n'étions pas couverts individuellement par notre licence. Là, ce n'est pas du tout vis-à-vis du club, etc. C'est vraiment de manière individuelle. Tout seul, en fait, en individuel. Non, on y va en équipe. C'est notre club qui nous envoie. Si je peux préciser, c'est un club qui envoie une équipe sur un événement à l'international qui n'est pas un événement reconnu par la Fédération française et par la Fédération internationale. D'où l'intérêt d'avoir un contrat pour le club, pour le coup, à mon avis. Là, il faut que le club il prenne un contrat pour lui, pour toutes les activités qui ne sont pas couvertes par la Fédé, en fait. Mais OK. Du coup, je vous laisserai mes coordonnées pour que vous me rappeliez, mais la question est aussi, est-ce que c'est possible que la Fédé nous assure de manière générale sur ces sujets-là? Parce que d'un point de vue roller derby, ça veut dire que tous nos déplacements à l'étranger ne sont pas assurés. Ils ne sont jamais sous l'égide de la fédération. Après, donc ça veut dire je pense que c'est une discussion que vous devez avoir avec votre fédération, du coup, parce que le choix d'assurance qui a été fait, c'est celui de la fédération. Donc mais du coup, c'était pour pointer le fait que, est-ce qu'effectivement, on n'est pas assuré individuellement? Est-ce que vous pouvez nous faire un retour là-dessus? Et ensuite, en tant que fédération,
qu'on apporte effectivement un retour sur ce sujet. Est-ce qu'on reste là-dessus et on ne sera jamais assuré à l'étranger parce que ce n'est pas la Fédé qui organise tous nos matchs à l'étranger? Voilà, c'était Ok, bah on prendra le point. Ce qu'on peut faire juste là-dessus, j'ai mis mon adresse mail juste sur le slide suivant. Donc, si vous voulez bien, comme j'ai noté le caractère d'urgence, c'est me faire peut-être un mail spécifique concernant votre demande avec vos coordonnées. Comme ça, moi, je fais le point de mon côté par rapport à ça et je vous apporte une réponse rapidement par rapport au degré d'urgence. Très bien, merci. Voilà. Alors, il y a le problème du roller derby, mais au-delà, donc, il y a les autres disciplines qui vont à l'étranger, qui ne sont pas sous l'égide en fait d'un championnat du monde, d'un championnat d'Europe, mais pareil pour les clubs qui, dans le sport co, qui vont à l'étranger pour faire des rencontres amicales et autres. Quel en est est-ce qu'ils sont bien couverts, quoi? Parce que du coup, c'est cette histoire organisée par la fédération ou ces organes déconcentrés. Et là, ce n'est pas le cas. C'est des clubs étrangers qui organisent et les gens sont en déplacement, il y a des rencontres, il y en a qui viennent en France, d'autres des Français qui vont à l'étranger, où on en est, quoi. Donc c'est le sport individuel, mais c'est le sport co également. C'est un point quand même qu'il va falloir qu'on éclaircisse rapidement parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Ok, ben on prendra le point. Vous voulez répondre à quelques questions précédentes ou on s'arrête là? Comment vous voulez faire? Il y a une main levée. Parce qu'il y a eu beaucoup de questions dans le fil de discussion. Donc, j'ai pas suivi. Je peux me permettre d'intervenir? Je ne sais pas. Vous voulez que j'en prenne quelques-unes ou pas? On va peut-être laisser Christophe poser sa question. Et puis, pour les RH, les Aiglons, je voulais revenir. Vous entends pas, enfin, je vous entends pas. Vous très mal, ouais. Je voulais revenir sur une précision sur les cours d'essai, en fait. Parce que j'en ai compris, il y a quand même une couverture qui est assurée par la Maïf sur les périodes de reprise de saison. Oui. Ça veut dire que si par exemple nous on organise sur des formes d'association, on organise des portes ouvertes avec des cours d'essai. S'il y a un potentiel accident, l'assurance couvrira en fait l'enfant potentiellement qui n'est pas encore licencié puisqu'il vient faire un cours d'essai sur cette période de pré-saison en fait. Oui, c'est ça, c'est l'idée. La deuxième question, dans le cadre d'intervention, parce que nous on est amené à intervenir dans des écoles ou dans le cadre de centres aérés, donc en fait c'est des enfants qui ne sont pas licenciés en tant que tels. Que se passe-t-il si lors de ces interventions dans des écoles, un des enfants se blesse? Si par définition, ce n'est pas ni des licenciés, ni un cours d'essai, enfin Damien, tu m'arrêtes si je me trompe, ça veut dire qu'ils ne rentrent dans aucune case, quoi. À ce moment-là, il faut prendre un contrat club. Donc, ça veut dire dans ces cas-là, en fait, il faut qu'on prenne un contrat complémentaire. Un petit contrat club pour juste pour ces activités-là qui sont un peu à la marge. Hein? Mais quand tu interviens dans les écoles, tu interviens dans les écoles sous l'égide de l'école. C'est l'assurance de l'école qui intervient. C'est la question que je pose en fait. Ok. Alors, c'est organisé par l'école. Tu n'es pas organisateur. Voilà, d'accord. Ok. C'est pas. Tu n'es pas organisateur. C'est pour ça que je veux. En fait, l'école vous paye une prestation quelque part. Alors nous, en fait, c'est la mairie qui, évidemment, organise des commandes, des mercredis sportifs ou des semaines sportives. C'était là et en fait les enfants, la plupart des enfants qui sont présents. Ah oui, mais là vous devez pas couvrir les enfants. Oui, elle a raison. Je sais pas qui est intervenu, mais elle a raison. Là, c'est l'école qui est organisatrice, c'est pas vous. Nous, on intervient en tant que prestataire de service, mais c'est pas nous qui organisons. Donc en fait, auquel cas, ça serait la mairie qui serait responsable. En première ligne, c'est la mairie. Et après, rien ne l'empêche de faire un recours contre vous si elle estime que vous avez mal organisé. Oui, ça, j'entends bien. Donc, c'est ce que je voulais savoir. Bon, merci. Sans prix. Alors, je ne sais pas, Marion, si vous voulez qu'on poursuive un petit peu pour ceux qui ont envie de rester ou...
On ne vous entend pas. Ah oui. Comme vous voulez. Moi, j'ai une trentaine de questions depuis le début de Ok. la conversation. Moi aussi. Donc, on peut en prendre une ou deux par-ci par-là qui Ok. J'en ai. Revenir. Je vais essayer de les prendre un petit peu dans l'ordre quand même, parce qu'il y a une personne qui l'a posé 2 fois en disant je fais un roller disco, j'ai mis une affiche d'obligation du port des équipements de protection, mais certains n'en mettent pas. On ne le voit pas forcément tout de suite, évidemment. Et est-ce qu'on est quand même responsable? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend des populations. Déjà, est-ce que c'est affiché très gros, très grand, etc. Dans les populations que vous allez avoir, il y a peut-être des gens qui ne savent pas lire. On ne sait pas. Si c'est des petits, par exemple, à ce moment-là, il faut leur dire oralement. Mais effectivement, si vous avez tout bien fait et que c'est bien indiqué qu'il faut les mettre et qu'il y a une personne qui ne les met pas, non, ben là, vous n'êtes plus responsable parce que vous, votre obligation de moyens, vous l'avez remplie. Donc, a priori, je dirais que non. Il y avait juste peut-être une petite précision. Quand vous mettez un règlement, vous devez quand même le faire appliquer et vous allez être votre obligation de moyens, c'est pas seulement de dire: «Il faut le faire». C'est aussi la manière dont vous allez faire en sorte de pouvoir contrôler le règlement. Dit autrement, si, vous avez des règles qui sont posées, mais que vous êtes face à dans une activité avec, des gens qui encadrent une activité, alors ça peut être une disco roller, mais ça peut être aussi, un cours et cetera, et que vous ne mettez rien en œuvre pour faire respecter ce règlement, là, on pourra quand même aller vous chercher sur l'obligation de moyens. Clairement. Donc, il faut faire aussi attention par rapport à des règles et notamment des règles, qu'on pourrait considérer comme étant, prudentes. Donc notamment dire: «J'oblige le port des protections». Vous êtes sur une activité qui ne sont pas, par exemple, prescrites obligatoirement par le règlement fédéral. Règlement fédéral pris sur avis de la commission médicale et cetera, au regard de l'accidentologie, la traumatologie dans ce sport et cetera et cetera. Mais que vous considérez qu'il faut quand même, l'imposer. Pas de souci, c'est votre droit. Mais si vous ne mettez rien en œuvre pour le faire respecter, à ce moment-là, on pourra venir chercher votre responsabilité en disant: «Bah, écoutez, vous avez considéré qu'il fallait mettre telle ou telle disposition en place et vous n'avez rien fait, absolument rien, pour, les faire respecter». Et donc, si on venait peut-être pas vous chercher parce que c'était pas une obligation qui était faite par le règlement fédéral, parce que vous avez imposé cette règle, mais que potentiellement vous ne l'avez pas, pris les dispositions pour les faire respecter, on pourra venir vous chercher. Vous voyez le côté qu'il peut y avoir pervers à rajouter, parfois des choses qui on se dirait: «Bah, ça nous sert à nous couvrir». Oui, mais alors si on impose quelque chose, il faut se donner les moyens de le faire. C'est sûr. Voilà. Ça Après, la rejoint un petit personne peu, qui a retiré son casque en pleine activité, alors qu'ils étaient 200 dans la salle et que voilà et cetera, et qui tombe à ce moment-là, ça va être quand même plus difficile de venir vous chercher sur l'obligation de moyens. Mais si par contre dans cette salle, la personne elle est rentrée comme, 30 autres et que personne n'avait de casque alors qu'il y avait une billetterie et que vous voyez, pertinemment que la personne n'a pas les équipements que vous avez prescrits, là, à ce moment-là, on pourrait vous le reprocher. Exactement. Ça rejoint un petit peu la question d'après, hein, qui dit: «Est-ce que les décharges que l'on fait signer pour, le déplacement au covoiturage est un document valable?» Alors par définition, les décharges que l'on fait signer pour tout, c'est jamais valable. Voilà, je vous le fais court. Ça je veux dire, c'est jamais valable. C'est pas parce qu'on écrit qu'on n'est pas responsable, qu'on n'est pas responsable. Ce serait tellement facile, sinon on ferait signer des décharges de partout, tout le temps. Donc non, on ne se décharge pas de sa responsabilité. La responsabilité, c'est des lois, c'est des règlements, voilà, c'est des décisions de justice, mais c'est pas parce qu'on décide qu'on l'est pas, qu'on l'est pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme question importante? Il y a quelqu'un qui avait demandé, alors attendez. Il y a une question de si on pratique dans un skatepark avec son groupe pendant le cours et qu'on a un pratiquant extérieur qui renverse un de nos pratiquants. Bah, c'est le même principe de responsabilité, hein. Si c'est un pratiquant extérieur, c'est sa responsabilité à lui, évidemment, puisqu'il a commis une faute d'imprudence et qu'il a renversé quelqu'un. Donc, à aucun moment, la responsabilité
du club ne peut être recherché dans ce cas-là. Hein. Il n'y a pas de sujet, quoi. Ça sera la responsabilité du responsable, de l'auteur, du coup, des dommages. Voilà. Ok, il y avait une question, je pense, qui peut intéresser plusieurs personnes sur le personnel médical qui est sur les événements et qui n'est pas adhérent de l'association et pas licencié à la fédération. Est-ce qu'il est couvert par la RC des bénévoles médicaux de l'assurance ou pas? Ou faut vrai Alors, pas du tout? la question, c'est est-ce que c'est un bénévole, du coup? La question, c'était est-ce que le personnel médical non adhérent à l'association et non licencié à la Fédé doit être inscrit d'une certaine façon sur nos événements pour être couvert par l'assurance? Ben oui, ça pour être couvert, il faut forcément qu'il soit noté quelque part, mais en fait, ça va dépendre du lien contractuel qu'il a avec l'association. C'est-à-dire que soit c'est un prestataire qu'on a C'était moi qui payé, avais posé la question. Comment? Et j'avais posé cette question et c'est pas des prestataires, on les paye pas, c'est vraiment des bénévoles qui viennent nous aider, donc qui ont les premiers secours, etc. Souvent des médecins, des infirmières, etc. Donc c'est des personnes bénévoles qui font pas forcément partie de notre asso, c'est des amis, des connaissances, etc. Bénévoles qui n'ont ponctuels, aucun oui. lien avec Normalement, nous. ils sont Ouais. couverts par notre contrat, en fait, d'emblée. Voilà. Nous, en Il y a général, dans besoin notre d'avoir un manière de listing fonctionner avec les officiel. associations, c'est toujours les bénévoles permanents et ponctuels qui sont couverts sans déclaration par notre contrat. Est-ce que ça inclut les actes médicaux et paramédicaux? Là, après, je suppose quand même que ceux qui sont Excusez-moi. Oui. Je peux répondre à ce niveau-là parce que je travaille dans une assurance qui assure les médicaux-paramédicaux. Donc, ils doivent voir avec leur propre assureur pour mettre une clause dans leur contrat leur permettant d'être couverts en cas de participation pour des compétitions sportives. D'accord. C'est ça. Voilà. C'est leur assurance à eux, du coup. Exactement. Merci. Et par contre, moi, j'ai juste une petite question par rapport aux entraînements aux enfants mineurs et à la sortie des enfants mineurs sans leurs parents. Est-ce que nous, on a une responsabilité par rapport à ça? J'ai envie de répondre à votre avis. Est-ce Est-ce que que oui? quand les parents ne sont pas là, on laisse un enfant sur le bord de Non, la non, route? mais alors, non, pas Alors, c'est quoi? quand on a l'autorisation des parents pour les laisser sortir. Ah, ouais. Bah oui, si vous avez l'autorisation écrite des parents comme quoi le gamin il habite à 200 mètres, il a le droit de rentrer chez lui tout seul, oui, là ça va. Mais voilà, j'ai souvent je vous dis ça parce que j'ai souvent la question de gens qui disent l'entraîneur il est là, tout le monde est parti, il reste un gamin, les parents sont pas là, est-ce qu'il peut rentrer chez lui l'entraîneur? Ben non, on laisse pas un enfant tout seul, on appelle la gendarmerie, on fait quelque chose, mais on peut pas laisser, après ça dépend de son âge aussi, je veux dire un mineur, il y a mineur et mineur, hein. Il y a le mineur qui a 5 ans, puis il y a le mineur qui a 17 ans, donc on évalue quoi, un petit peu. Voilà. Vous voulez qu'on voit d'autres questions? Il y en a beaucoup, hein. Il y avait une personne qui avait il faudra peut-être lui dire de reprendre contact avec nous, notamment sur, la responsabilité des dirigeants et mandataires sociaux. Juste pour vous rappeler, mais je l'ai dit en 2 mots rapidement tout à l'heure qu'en fait, le club, enfin l'association est une personne morale, hein, au sens juridique du terme. Ça veut dire que comme, toute personne comme vous et moi, elle a des droits, des devoirs, des obligations et elle a des responsabilités qui lui sont propres. Ces responsabilités ne déteignent pas sur le président ou sur n'importe quel autre mandataire, de l'association. Donc même si les présidents, je le sais, ont souvent, tendance à s'estimer responsables d'à peu près tout dans le cadre de leurs activités associatives, ce n'est pas le cas. Engager la responsabilité d'un mandataire social, c'est-à-dire le président, le trésorier ou le secrétaire, c'est une démarche très difficile. Il faut apporter la preuve qu'il a agi en dehors de ses fonctions et à des fins étrangères à ses attributions. Donc c'est, une démarche très difficile, il y a très peu de dossiers et donc c'est pas le président qui est responsable dans toutes ces situations qu'on a évoquées de responsabilité civile, c'est l'association en tant que personne morale. Voilà, donc c'est important de rappeler ça.
C'est aussi pour ça qu'on inclut dans les garanties une garantie responsabilité civile des dirigeants et des mandataires sociaux, mais qui n'est là concrètement, je vous l'avoue, plus pour rassurer que pour assurer, parce qu'on la met très très rarement en œuvre. Voilà. Cette personne est partie, mais si jamais elle a besoin de plus d'éléments, évidemment, on sera à leur disposition. Non, je suis toujours présente en fait. Ah, très bien. Ouais. Alors en fait, parce que moi, je travaille dans les assurances et effectivement, la responsabilité des dirigeants est souvent remise en cause. Un dirigeant, qu'il soit président ou dirigeant d'une SARL, enfin, quel que soit, dès l'instant, on a une personne morale. La remise en cause de la personne physique qui est derrière, qui prend les décisions, peut être remise en cause. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, dans mon métier, alors sur les responsabilités d'un employeur, mais un président potentiellement peut être aussi pris à partie. C'est comment il est garanti, parce qu'en fait, demain, si malheureusement il y a un décès, je pense que sa responsabilité pourrait être engagée. Et là, il doit dans se les débrouiller limites tout seul. que j'ai exposées tout à l'heure. Voilà. C'est-à-dire qu'en responsabilité civile, c'est impossible, puisqu'en responsabilité civile, s'il y a un dommage qui est causé à un tiers, l'association est responsable du fait de ses salariés, du fait de ses bénévoles, donc ça reste l'association qui est responsable, sauf à ce qu'effectivement l'association puisse apporter la preuve qu'il a failli à son mandat, qui est encore un contrat à part. Mais je pense qu'on pourrait faire un exposé qui dure 2 heures, donc effectivement, on ne va pas le… Mais c'est un contrat à part, le mandat qu'il y a entre l'association et le dirigeant qu'elle s'est choisi. C'est un contrat de mandat et il faut apporter la preuve qu'il a effectivement dépassé les limites de son mandat, etc. Donc, c'est une preuve très difficile à faire. Après, si vous parlez de responsabilité pénale, il ne sera pas plus, pas moins responsable. Après, la difficulté avec le président, c'est que comme il incarne physiquement l'association, effectivement, c'est lui qu'on somme de s'expliquer, c'est lui qui va passer à la télé, au journal, etc. Mais il n'empêche que, autant d'un point de vue civil que pénal, c'est bien l'association qui est responsable en première ligne. Sauf évidemment s'il a commis, c'est pour ça que j'ai fait 2 slides sur la responsabilité pénale, sauf si, comme tout un chacun, mais pas plus que vous et moi, il a mis en danger la vie d'autrui suite à des faits graves, quoi. Mais en première ligne, c'est quand même bien l'association qui est responsable. Voilà. En tout cas, on a très peu de dossiers de responsabilité civile des dirigeants et des mandataires sociaux, sauf après, bon, on est plus sur des infractions financières, vous voyez, ou des choses comme ça, mais pas liées à des atteintes corporelles. On prend une autre question avant la fin ou on répondra après? C'est vous qui me dites. Oui, j'allais dire oui, on peut prendre une dernière question. Allez-y, Quentin, la main levée. Oui, bonsoir, Quentin du Patin Club Lesnevien. En fait, j'avais juste deux petites choses. C'était pour réagir à une autre question, ce qui a été évoqué tout à l'heure, notamment sur quand les enfants viennent ou repartent des entraînements à pied. Nous, on pratique une décharge. Du coup, j'ai compris que les décharges ne servaient pas à grand-chose. Donc, vous parlez d'autorisation, une autorisation manuscrite pourrait suffire du coup pour les enfants, parce qu'on a beaucoup d'enfants qui viennent à pied directement de l'école parce que le gymnase est juste à côté et qui repartent également à pied. Et du coup, juste une autorisation manuscrite des parents suffit à nous couvrir? Oui. OK. Oui, oui, parce qu'une décharge, autant une décharge, ça sert à rien, autant si vous avez l'autorisation écrite des parents, oui, là, pour le coup, il y a pas de problème. Ça veut dire qu'à partir du moment où il passe les portes de l'activité, il est plus sous votre responsabilité. OK. Et deuxième chose, parce que du coup, bon, les questions amènent les questions. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut vous joindre pour vous poser justement, parce que moi, il y a plein de questions qui me viennent là, avec tout ça. Du coup, où vous joindre? Est-ce que c'est directement le courtier qu'il faut joindre, ou on peut vous joindre vous directement pour des questions? Parce que les courtiers, on a déjà contacté le courtier qui ne sait pas forcément nous répondre dans les détails. Du coup, je Alors, sais pas Damien si… laisse ses coordonnées en fin de
voilà, donc vous les aurez, vous le contactez, et puis s'il y a besoin qu'il me relaie de quelques questions, je prendrai le relais sans problème. Voilà, si on peut vous renseigner, bien sûr. Ça marche, ok, super, merci beaucoup. Moi, je me permettrai une question supplémentaire. Quand il y a du public sur une rencontre sportive et que une personne en public peut être blessée, alors, on a déjà eu le cas, un palais qui part au-dessus des filets. Dans quelle mesure, alors il y a une double question, dans quelle mesure l'assurance, le contrat d'assurance couvre ou pas Alors, elle couvre, comme ça, voilà, la réponse est et faite. ça c'est fait, d'accord. Et après, c'était plus sur la responsabilité, sur l'obligation de résultat, en fait. Ben non, mais là, on n'est pas sur une obligation de résultat, on est sur une obligation de moyens, très clairement. Certainement, à partir du moment où on a mis nos filets correctement, tout y quanti. Oui, après, je vois pas comment un membre du public peut être blessé si les filets étaient mis correctement. Du coup, il y a un truc qui m'échappe. Ça arrive. Par définition. Ah, ça arrive. Ah oui, il suffit que selon les configurations des salles, et potentiellement, nous on a eu le cas avec des papas et des mamans qui étaient dans les tribunes en train de regarder leurs enfants évoluer. Et oui, le palais part en hauteur, même il passe le filet malgré tout. Le filet, c'est pas nous qui l'avons installé, hein, le filet est installé par la collectivité locale. Hein. Oui, on a eu le cas où le palais est retombé de toute sa hauteur sur une personne et elle a été blessée, elle est partie aux urgences. Quoi. Donc voilà, c'est aussi de savoir. Mais par définition, l'assurance, elle est là justement pour couvrir les fautes, quoi. Les fautes ou les imprudences ou les négligences. Ça ne veut pas dire qu'il faut en faire tout le temps parce que l'assureur prend en charge, mais voilà, c'est l'idée. Hein, je veux dire, quand on tape dans la voiture de quelqu'un d'autre avec notre voiture, bon, on l'a pas fait exprès, mais pourtant les dommages sont là. Bon, l'assureur, il est là pour couvrir. On a fait une bêtise. Bon, c'est l'idée. La question, elle vient parce qu'en fait, je pense qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là, dans notre club, mais on n'est pas. Alors, on intervient souvent auprès de la collectivité locale pour lui signaler des potentiels dangers, sur ça, mais on n'est pas forcément, j'allais dire, malheureusement, on n'a pas souvent, on n'a pas tout le temps la main sur, j'allais dire, une sécurité optimale des pratiquants et du public. Ça nous apporte. Alors c'est vrai qu'il y a des situations, on n'a pas toujours la main parce qu'on est dans des équipements qui ne sont pas gérés par nous et voilà. Donc oui. Mais à ce moment-là, il n'est pas il y a la responsabilité du club, mais il y a aussi la responsabilité de la personne publique qui accueille. Hein. C'est-à-dire que si elle n'a pas mis en place toute la sécurité, elle est soumise comme vous à une obligation de moyens. Et voilà, potentiellement, on peut aboutir à une responsabilité de la commune qui accueille ou la responsabilité de l'association, voire les deux, parce qu'on peut aboutir à des partages de responsabilités en fonction de on avertit souvent de l'examen de la situation. Quand on voit un problème de sécurité, alors on le voit avec nos yeux, on n'est pas forcément expert là-dessus, c'est bien certain. Mais des fois, il y a forcément une certaine latence dans les réponses. Hein. La municipalité, ça ne se bouge pas comme ça. Et c'est pour ça que je vous posais la question. Oui. Voilà, en tout cas, ça sera couvert, soit en responsabilité civile parce qu'on estime qu'effectivement, il y a une faute de l'association, soit en défense, puisque c'est le corollaire de la responsabilité civile, et où on dira, non, nous, notre association, elle a tout bien fait, c'est pas de sa faute, c'est la faute de la mairie, et voilà. Donc, et dans la même lignée, est-ce qu'il existe quelque part, document de la Maïf, quelque chose sur l'obligation de résultat en termes de transport? Parce que ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on... Normalement, je crois que dans nos outils, vous savez, on a parlé au tout début là, de nos outils en ligne, notamment. Et sur le site, il y a beaucoup de fiches pratiques, vous verrez, sur toutes ces obligations-là. Et notamment sur le transport. Ça reste très, très flou aussi dans pas mal de cas. Le transport, c'est pas très flou. Hein. Je veux dire, soit vous êtes organisateur du transport et vous avez une obligation de résultat, soit vous n'êtes pas organisateur du transport et vous n'avez pas d'obligation par définition. Donc, comme ça, c'est réglé.
Je trouve que c'est beaucoup plus touchy de parler de l'obligation de moyens, qui est souvent une question d'appréciation, que l'obligation de résultat. Pour le coup, c'est simple comme bonjour. Hein. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des situations toujours un petit peu c'est assez compliqué quand alors nous, on a un minibus qui appartient au club qui est assuré, ça c'est sûr. Après, voilà. Et puis, on est organisateur quand on emmène des enfants sur un plateau. Oui, on est forcément organisateur quand on les emmène dans un minibus. Donc, c'est là où on se pose des fois les questions de jusqu'à quel niveau. C'est pas forcément très très clair. Ok. Voilà. Et il y a beaucoup d'infos sur le site. Après, si vous n'avez pas tout, vous revenez vers nous et puis on essaiera d'y répondre. Merci. Voilà. Alors, je vois que l'heure avance et voilà, un certain nombre de participants ont déjà dû nous quitter. Simplement pour préciser que donc on va avoir évidemment l'intégralité de nos échanges qui sera disponible en replay depuis le site internet, hein, de la même manière que le PowerPoint qui a été précisé. On va peut-être pas avoir le temps de répondre à toutes les questions parce qu'il y en a encore quelques-unes, mais pareil, on va dans le compte rendu, dans l'article qui va être fait, apporter les éléments de réponse. Et puis, on va essayer autant que possible, puisque certaines des personnes sont identifiées dans le chat, de vous les apporter, de vous les envoyer directement par mail. Et avant de se quitter, peut-être la toute dernière question, et puis je vous propose ensuite qu'on clôture cette visio. Alors, qu'est-ce qu'on avait peut-être, Marion, comme la meilleure question? Non, celle qu'on pourrait poser en dernier. Et puis ensuite, j'ai une dernière question qui peut concerner tout ce qui est club omnisport avec leur section, parce que se pose la question en cas d'accident, est-ce que c'est dans le cas d'une omnisport, qui porte la responsabilité? Est-ce que c'est le président de l'omnisport ou le responsable de la section? Ni l'un ni l'autre. C'est le club. Voilà, je reviens aux fondamentaux. La responsabilité n'est pas portée par des personnes physiques. Le contrat qui est signé avec les adhérents, l'adhérent, il ne signe pas avec le président de l'asso. L'adhérent, il signe avec l'asso, l'association en tant que personne morale. Donc, c'est elle qui est responsable des dommages qui sont causés à ses adhérents. Et s'agissant des omnisports, il y a 2 cas de figure, parce que les 2 existent. Soit on est sur le principe d'une confédération, c'est-à-dire qu'on est sur des associations qui ont la personnalité morale et qui sont totalement juridiquement autonomes et constituées. Et la structure omnisport est une réunion de ces associations-là avec des prérogatives et une activité propre. Et à ce moment-là, donc, c'est le club, l'association et pas l'omnisport qui est responsable. Et le deuxième cas, c'est un omnisport, seule entité juridique constituée, qui a des sections et qui correspondent en fait à chacun des clubs, un club de badminton, un club d'athlétisme, un club de machin, mais ce sont des sections d'un omnisport. Et auquel cas, donc à ce moment-là, c'est l'entité omnisport qui est seule et unique responsable. Et d'ailleurs, le représentant légal de la structure est le président de l'omnisport et n'est pas le président de l'association, on va dire, en dessous. Voilà. Donc ça, la réponse, elle est à trouver en fait dans les statuts de votre structure. Il y a les 2 cas de figure qu'on peut retrouver au titre sous le grand vocable omnisport. Merci. Alors, juste pour terminer, je vais reprendre la main et je crois qu'il y avait une question, ou une demande d'information là-dessus dans le fil de conversation. Donc, je vous ai mis ici sur cette slide mon mail. Donc, si vous avez des questions complémentaires suite à cette intervention ou voire même des demandes, vous souhaitez des devis, etc. Donc, vous avez mon mail direct et puis je n'hésiterai pas à pousser vos demandes à Alban si jamais on est sur des questions un peu juridiques. Et puis, je vous ai remis les coordonnées du courtier qui reste votre interlocuteur sur la partie gestion contrat pour des demandes d'attestation ou des demandes d'ajout d'options, etc. Donc, je vous ai mis les coordonnées mail téléphoniques et je vous ai également mis l'adresse mail pour les déclarations de sinistre. Voilà, que vous ayez l'ensemble des éléments pour contacter la Maïf ou le courtier, le cas échéant. Merci Damien. Un grand merci.
Merci à vous. toutes et tous. Merci Alban. Merci à vous. C'est un petit peu plus long que qu'effectivement, prévu, mais je vous avoue que les interventions sur la responsabilité en unique sujet, ça dure 1h30, 2 heures. Donc, c'était très difficile de faire très court. Donc, voilà. En tout cas, merci de votre participation. Puis, bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au Au revoir. Bonne soirée, merci.